Le soleil se levait sur Paris et, déjà, ses rayons flamboyants s'infiltraient entre les persiennes branlantes des immeubles haussmanniens, caressant la mer ondoyante des toits de zinc avant de plonger jusque sur le trottoir où Théo dormait. Le garçon, 12 ans à peine, avait pour tout oreiller son blouson élimé et pour unique couverture le ciel changeant de la capitale. Ses paupières battirent lorsque la chaleur matinale toucha son visage émacié, il s'extirpa d'un songe trop court, les os encore lourds, le ventre déjà creux. Autour de lui, Paris s'éveillait à une nouvelle journée ou une jungle de béton et d'asphalte où il fallait lutter pour chaque bouchée de pain. Il balaya du regard les silhouettes familières des autres sans-abri, une vieille dame aux cheveux d'argent qui pliait soigneusement les cartons qui lui avaient servi de lit, un ancien ouvrier farfouillant dans une poubelle, espérant dénicher une canette à revendre. Entre ces figures, Théo se redressa, étira ses membres endoloris puis attrapa sa liasse de tickets de loterie. C'était sa monnaie d'échange, son passeport pour un repas quotidien. « Bonjour, tonton Léo » lança-t-il d'une voix encore rauque en croisant un vieil homme barbu, emmitouflé dans un manteau trop grand. Déjà sur le pont, gamin, répondit Léo avec un sourire fatigué mais franc. Fais attention à toi. Essaie quand même de manger quelque chose avant midi. Théo hocha la tête. Manger, un mot qui faisait gronder son estomac rien qu'à l'entendre. Pourtant, il ne s'attarda pas, chaque minute comptait. Il fendit la foule naissante de l'avenue, le regard fixé sur les passants bien habillés qui, parfois, acceptaient de dépenser quelques pièces pour un ticket. La plupart détournaient les yeux comme s'il était invisible, simple ombre glissant le long des vitrines scintillantes. D'autres offraient un sourire gêné, mélange d'empathie et de culpabilité, avant de presser le pas. Vers midi, l'odeur entêtante du pain chaud s'échappant d'une boulangerie fit vaciller sa détermination. Il compta sa maigre recette, assez pour une baguette, rien de plus. Il soupira, partagé entre la reconnaissance d'avoir de quoi se sustenter et la tristesse de voir ses rêves encore si lointains. Lorsque le soleil atteignit son zénith, la chaleur se fit accablante. Théo chercha un coin d'ombre et trouva refuge contre la façade d'une boutique. De là, il observait le flux incessant des voitures, les rires des touristes, le balai pressé des cadres supérieurs. C'est alors qu'un fracas déchira l'air, un bruit métallique accompagné d'un crissement de pneus et de hurlements paniqués. Le cœur bondissant, Théo se tourna vers l'origine du vacarme, une voiture venait de s'encastrer dans un poteau. De la fumée s'élevait du capot cabossé, et, derrière le pare-brise fissuré, il aperçut deux silhouettes minuscules qui s'agitaient en pleurant. L'adrénaline balaya aussitôt toute hésitation, il se mit à courir. La portière avant était tordue, verrouillée par l'impact. À l'intérieur, une femme gisait, inconsciente, la tête appuyée contre l'appui, tête ensanglantée. « À l'aide !» Quelqu'un, cria Théo en tentant de forcer la poignée. Autour de lui, les passants restaient pétrifiés. Certains dégainèrent leur téléphone pour filmer, d'autres reculaient, craignant une explosion. Le regard du garçon accrocha un morceau de barre métallique tombé d'un chantier voisin. Saisissant le fer, il ignora les sommations d'un homme terrifié, « Éloigne-toi, c'est dangereux ». D'un geste puissant, il fracassa le pare-brise. Le verre éclata en myriades d'éclats étincelants. Il se glissa prudemment à l'intérieur, la chaleur, l'odeur d'essence et de métal brûlé lui firent tourner la tête, mais il persévéra. Les bébés, hurlant dans leur siège auto, le fixaient de leurs yeux remplis de peur. Il détacha leur ceinture, serra les deux corps tremblants contre sa poitrine et les confia à un homme qui tendait les bras, sidéré. Le danger n'était pas écarté, la conductrice était coincée, son corps inerte prisonnier du volant déformé. Théo revint sur ses pas malgré les flammes qui commençaient à lécher le moteur. Il tira, poussa, suant à grosses gouttes, jusqu'à ce qu'un claquement sinistre retentisse, la femme glissa enfin hors de l'habitacle. Il la soutint de ses bras maigres, gouttes de sueur mêlées à ses larmes silencieuses. Les sirènes des pompiers et des ambulances retentirent, se rapprochant comme un chœur salvateur. Des secouristes prirent aussitôt le relais, enveloppant la mer d'une couverture tandis que les pompiers aspergeaient la carcasse de mousse ignifuge. Théo, haletant, demeurait là, couvert de poussière et d'éclats de verre, les oreilles sifflantes mais le cœur étrangement léger, il avait sauvé 3 vies. « Comment tu t'appelles » demanda un secouriste en posant une main rassurante sur son épaule. « Théo » répondit-il, la voix encore tremblante. « Tu es un vrai héros, Théo. Sans toi, cette scène aurait pu tourner au drame. » Il ne trouva rien à répondre, son esprit carburait au-delà des mots. Tandis que l'ambulance emmenait la femme et ses enfants vers l'hôpital, il formula une prière muette, que la vie les épargne désormais. Lorsqu'il se décida enfin à retourner à son coin de trottoir, un policier l'interpella.
Théo eut un mouvement de recul, habitué à esquiver ces uniformes qui, trop souvent, le chassaient comme un fauteur de troubles. « Attends, » dit l'agent d'un ton calme. « Nous avons quelques questions. » Théo balbutia, « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. » Le policier esquissa un sourire rassurant. « Au contraire, tu as fait quelque chose de remarquable. Raconte-moi ce que tu as vu, mot pour mot. » Le garçon obtempéra, décrivant chaque détail. L'agent prenait des notes, hochait la tête. Puis, d'une voix douce, « Où vis-tu? Où sont tes parents? » Théo baissa les yeux, honte mêlée de tristesse, « J'ai pas de maison. Je dors dans la rue. Mes parents sont partis depuis longtemps. » Un silence épaissi d'empathie s'ensuivit. L'agent murmura quelques mots dans son talkie-walkie, peu après, un autre véhicule de police s'arrêta. « Nous allons t'emmener dans un foyer. Là-bas, on prendra soin de toi. » Théo hésita. La rue, malgré ses dangers, était la seule réalité qu'il connaissait. Pourtant, le souvenir des jumeaux qu'il venait de sauver lui souffla l'image d'un avenir différent. Il inspira et acquiesça. La voiture s'ébranla. Derrière la vitre, les artères familières de la capitale défilaient, s'éloignaient. Dans le cœur du garçon, une petite braise d'espoir se mit à crépiter, timide mais tenace. Le foyer se situait en banlieue, un grand bâtiment couvert de lierre, où résonnaient les voix d'enfants venus d'horizons tout aussi cabossés que le sien. Les premiers jours, Théo se sentit noyé dans une mer de règles, heures des repas, couvre-feu, cours obligatoires mais aussi d'attentions nouvelles. Pour la première fois depuis des années, il mangea à sa faim, prit des douches chaudes et dormit dans des draps propres. Les éducateurs l'encouragèrent à fréquenter l'école, il s'y appliqua avec une ardeur surprenante, comme si chaque leçon était une planche de salut. 3 semaines après l'accident, alors qu'il étudiait un exercice de grammaire, on frappa à la porte du réfectoire. Un homme aux épaules larges, vêtu d'une blouse blanche entr'ouverte sur une chemise, se présenta. Son regard était celui d'un père qui avait frôlé la perte et trouvait dans la gratitude une force nouvelle. « Théo » demanda-t-il. Le garçon se leva. « Oui, monsieur. » L'homme inspira, la voix vibrante d'émotion, « Je m'appelle Maxime. Je suis médecin, et le père des jumeaux que tu as tirés de la voiture. Tu as sauvé ma famille. Aucune parole ne suffira jamais à te remercier. » Théo baissa la tête, gêné. « J'ai juste fait ce qui était nécessaire. » Le docteur échangea un regard avec la directrice du foyer, puis reprit, plus solennel, « Ma femme et moi avons longuement réfléchi. Si tu le souhaites, nous aimerions t'offrir un foyer. Nous aimerions t'adopter. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un miracle. Théo sentit ses jambes fléchir, il balbutia, incrédule, « Moi? Vous êtes sûr? » Maxime sourit, un sourire large où tremblait une larme, absolument certain. « Tu nous as donné la vie, nous voulons t'offrir la nôtre. » Les démarches furent menées avec une célérité étonnante, comme si le destin s'était mis en 4 pour réparer les injustices passées. Quelques mois plus tard, Théo posait ses valises, un sac cabossé et une poignée de souvenirs dans une chambre claire aux murs couleur pastel, dans une maison bordée d'un jardin où palpitait la promesse d'enfants riant aux éclats. Les premières semaines furent un tourbillon de découvertes, le goût d'un chocolat chaud savouré en famille, la douceur du linge propre, la chaleur d'un « bonne nuit » murmuré chaque soir. Parfois, il se réveillait encore en sursaut, persuadé de sentir le froid du trottoir sous ses côtes. Alors Claire, la maman qu'il n'avait jamais eue, entrait discrètement, caressant son front jusqu'à ce que ses paupières se ferment à nouveau. Maxime l'emmena souvent à l'hôpital. Il voulait lui montrer que la compassion se prolongeait bien au-delà d'un acte héroïque, elle pouvait devenir vocation. Théo déambulait dans les couloirs où résonnaient les pas précipités des infirmières et les murmures des patients, il apprenait à lire les moniteurs cardiaques, à reconnaître le langage discret des médecins. Un rêve germa en lui, un jour, porter cette même blouse blanche, être celui qui tend la main, qui sauve à son tour. Le soir, dans la quiétude du foyer, il repensait au garçon qu'il avait été, couché sous la voûte froide des rues parisiennes. Cette existence paraissait désormais lointaine, comme un cauchemar qu'on observe à travers la vitre déformante du temps. Pourtant, il n'oublia pas. Il se jura que, devenu adulte, il reviendrait vers les trottoirs pour tendre la main à ceux qui, à leur tour, lutteraient contre la nuit et la faim. Les années passèrent. Théo grandit, mûri par l'amour, fortifié par l'éducation. Au lycée, il brilla par sa détermination, son regard toujours tourné vers les laissés-pour-compte. Il organisa des collectes de nourriture, des maraudes hivernales,
rapportant chez lui des récits qui serraient le cœur et ranimaient sa propre mémoire. Maxime et Claire l'encourageaient, conscients qu'une part de leur fils resterait à jamais liée à cette portion de trottoir où le destin avait bifurqué. Le jour de ses 18 ans, Théo se tint sur le seuil de sa nouvelle vie, un dossier d'inscription à la faculté de médecine dans une main, le ticket de loterie qu'il avait conservé en guise de porte-bonheur dans l'autre. Il leva les yeux vers le ciel parisien, le même qui, autrefois, l'avait veillé quand il grelottait sur l'asphalte. Entre les nuages, il crut voir scintiller la promesse d'un avenir où chaque seconde serait consacrée à rendre ce qu'on lui avait donné. Et, tandis que les clochers de la ville sonnaient l'heure dorée, Théo sut que, parfois, un simple acte de courage suffit à métamorphoser une vie entière, la sienne, celle d'une famille sauvée, et, demain, celle de tous ceux qui croiseront son chemin de médecin au grand cœur. Chaque matin, lorsque le docteur Maxime traversait le couloir saturé de lumière pâle du service des urgences, Théo trottinait derrière lui, les yeux grands ouverts comme deux soleils naissants. Le garçon, âgé de 12 ans à peine, répondait encore à la tendre appellation de « petit miracle » dans la bouche de ceux qui connaissaient son histoire, jadis enfant des rues, recueilli par ce médecin au cœur immense, il découvrait désormais le monde bouillonnant de l'hôpital. Autour de lui, les infirmiers couraient, les moniteurs bipaient, les portes battantes s'ouvraient sur des vies suspendues à un fil. Théo absorbait tout, l'urgence, la passion, la fatigue et la joie qui teintaient chaque acte de soin. Un midi d'effervescence, il tira la manche de son père adoptif. « Papa » demanda-t-il d'une voix frémissante, « est-ce que je pourrais devenir médecin, moi aussi ?» Le docteur Maxime, surpris par la question, posa son stéthoscope, ébouriffa affectueusement la chevelure en bataille de Théo et répondit avec la gravité d'un serment. « Bien sûr, mon garçon. Mais il te faudra travailler dur, apprendre sans relâcher, surtout, garder un cœur vaste comme l'horizon. » Ces mots se gravèrent comme une promesse sacrée dans l'esprit de Théo. Dès lors, il se jeta sur chaque devoir scolaire avec la détermination d'un conquérant. Il devint premier de classe, rangeant sa peur d'échouer derrière des piles de cahiers noircis d'annotations. En dehors de l'école, il rejoignit des associations caritatives pour venir en aide aux sans-abri, ses frères et sœurs d'infortune qu'il comprenait mieux que quiconque. Cependant, le chemin vers la blouse blanche ne fut pas un paisible ruban de soie. Dans le silence nocturne de sa chambre, les souvenirs de trottoirs glacés, de nuits sans toit et de faim tenaillantes revenaient le hanter, chuchotant qu'il ne méritait peut-être pas sa nouvelle vie. Une veille d'examen, le découragement l'accabla si violemment qu'il quitta ses livres pour s'appuyer contre la rambarde du balcon, observant les toits de Paris chatoyer sous les réverbères. Le docteur Maxime, devinant la tempête intérieure de son fils, le rejoignit. « Tout va bien, Théo ? J'ai peur de vous décevoir, toi et maman. Parfois, je sens que je n'ai pas ma place ici. » Le médecin l'attira contre son cœur battant. « Tu portes en toi une force née des épreuves. N'oublie jamais qu'elles ne t'amoindrissent pas, elles te façonnent. Nous sommes fiers de l'homme que tu deviens. » Ces paroles devinrent l'armure intérieure de Théo. Quand il reçut, quelques années plus tard, son admission à la faculté de médecine de l'université Paris-Cité avec la meilleure note du concours, la maison résonna d'un éclat de joie irrépressible. « Nous sommes si fiers » s'écria Claire, sa mère adoptive, en l'enlaçant. Les larmes de Théo brillaient comme des perles d'aube. « Sans vous, je ne serais jamais arrivé là. » La vie universitaire fut un tourbillon de dissections, de nuits blanches et de cafés amers. Pourtant, Théo n'oublia jamais le macadam qui avait autrefois abrité ses rêves. Un samedi d'hiver, il retourna dans l'ancien quartier où il avait survécu. Là, il retrouva Marie, une camarade d'infortune, toujours contrainte de vendre des billets de loterie pour subsister. « Théo » s'étonna-t-elle en fixant sa chemise fraîchement repassée. « Tu as tellement changé. »« J'ai eu la chance d'être adopté et d'étudier la médecine, » répondit-il, la voix tremblante. Devant la lueur mêlée d'admiration et de détresse dans les yeux de la jeune femme, Théo sentit renaître la brûlure de sa propre misère d'autrefois. « Veux-tu changer de vie ? Je peux t'aider. »« Comment » souffla-t-elle, mi-incrédule, mi-avide d'espoir. « Je t'aiderai à trouver un logement et un travail. À une condition, promets-moi de te battre de toutes tes forces. » Marie accepta. Théo lui dénicha une place dans un centre d'accueil, un emploi dans un café et l'aida à reprendre ses études. Cette petite victoire en appela d'autres, avec des camarades de promo et des professeurs bienveillants, il organisa des consultations médicales gratuites sous les ponts de la capitale. D'abord intrigués, ses pairs furent bientôt galvanisés par sa ferveur, l'un d'eux, Léo, lui confia un soir. « Avant, je ne rêvais que d'argent.
Maintenant, je comprends, être médecin est une vocation, pas seulement un métier. Théo sourit, c'était là la leçon que son père lui avait transmise. Après son diplôme, il choisit la chirurgie d'urgence, sauver des vies en péril immédiat, comme celle d'un jour lointain où le docteur Maxime avait sauvé la sienne. Les stages en bloc opératoire furent éreintants. Certaines interventions s'étiraient sur des heures, exigeant une concentration telle qu'un battement de cils semblait dangereux. Et parfois, malgré la science et la prière silencieuse, un patient s'éteignait. Une nuit, Théo perdit une femme qu'il s'était juré de ramener à la vie. Assis seul dans le vestiaire, il sentit ses certitudes se dissoudre en larmes. Le docteur Maxime, toujours en service malgré ses tempes argentées, le trouva ainsi accablé. « Nous ne sommes pas des dieux, chuchota Théil. Ce qui compte, c'est d'avoir tout tenté. L'échec n'existe que si l'on renonce. » Ces mots, encore, le relevèrent. À 28 ans, Théo devint l'un des plus jeunes chefs du service des urgences de l'hôpital. La veille de sa prise de poste, il contempla son reflet en blouse blanche et se revit, enfant grelottant sous une bâche de plastique. L'émotion le submergea, le chemin parcouru formait un cercle presque parfait. Cette même nuit, on admit en urgence un garçon de 10 ans, fauché par une voiture. Quand Théo vit son visage pâle maculé de sang, il eut l'impression troublante de se regarder dans un miroir temporel. « Docteur, j'ai peur », sanglota l'enfant. « Je suis là, tout va bien se passer », murmura Théo en serrant sa petite main. L'opération fut longue, mais l'aube trouva le garçon vivant. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Théo était à son chevet. « Comment t'appelles-tu » ? Maxime, répondit-il d'une voix frêle. Un sourire traversa le visage du médecin. Maxime, tu es très courageux. Ne renonce jamais à tes rêves. Je veux être docteur, moi aussi, confia le garçon. Ces mots résonnèrent comme un écho du passé. Touché jusqu'au plus profond de l'âme, Théo engagea les démarches pour l'adopter, déterminé à offrir à cet enfant la même chance qu'il avait reçue. Les formalités furent laborieuses, un médecin célibataire, chef de service, pouvait-il réellement élever un enfant ? Mais l'hôpital, sa famille et la justice finirent par reconnaître la sincérité de son amour. Élever Maxime bouleversa ses nuits et défia son endurance, il alternait gardes éprouvantes, devoirs scolaires, histoire du soir et matchs improvisés de foot dans le couloir. Un soir, tandis qu'il révisait la table de multiplication, le garçon leva soudain les yeux. « Papa, pourquoi m'as-tu choisi, moi ?» Théo posa son stylo. « Parce qu'autrefois, quelqu'un a tendu la main à l'enfant des rues que j'étais. J'ai décidé de transmettre ce don, pour que la chaîne de la bonté ne se brise jamais. » Les yeux de Maxime se mouillèrent. « Je te promets de te rendre fier. » Théo glissa une main dans ses cheveux. « Je le suis déjà, mon fils. » Mais Théo ne s'arrêta pas là. En parallèle de son service harassant, il mit en place un programme de soins gratuits pour les sans-abri, ouvrit une bourse destinée aux anciens enfants des rues et multiplia les partenariats avec des écoles pour sensibiliser les futurs médecins à la compassion. Un après-midi, alors qu'il terminait sa tournée dans la clinique solidaire qu'il avait fondée, il croisa Marie, resplendissante dans son uniforme d'infirmière, elle avait achevé ses études et consacrait désormais sa vie aux plus fragiles, à l'image de celui qui l'avait guidée. « Tout ce que je suis, c'est grâce à toi, » dit-elle en lui serrant la main. « Non, » répondit Théo avec un sourire doux. « Tu t'es donné la chance de devenir celle que tu rêvais d'être. » Le soir même, rentré chez lui, Théo trouva Maxime dressant la table avec application. Dans la cuisine flottait l'odeur du gratin qu'il avait préparé pour remercier son père. Une musique discrète emplissait l'appartement d'une chaleur familière. « Papa, » annonça-t-il fièrement, « j'ai obtenu le meilleur score en sciences. » Le cœur de Théo se gonfla d'une fierté tranquille. « Chaque pas que tu accomplis est une victoire contre le destin, » murmura-t-il en serrant son fils dans ses bras. Sous le halo tamisé de la lampe, Théo songea au trajet vertigineux parcouru, de l'asphalte froid d'une nuit parisienne au fauteuil de chef de service, d'un enfant abandonné à un père comblé, d'une âme blessée à un cœur devenu refuge pour d'autres. Il prit conscience que la vie ressemblait à une grande salle d'urgence, on y accourait quand tout menaçait de s'effondrer, on y trouvait parfois un miracle, souvent une main tendue, toujours une raison d'espérer. En fermant les yeux, Théo se promit de ne jamais laisser s'éteindre cette flamme que le docteur Maxime avait allumée en lui. Car il savait désormais qu'être médecin, ce n'est pas seulement ausculter des corps, mais penser des existences entières, ce n'est pas seulement sauver des vies, mais raviver l'espoir, encore et toujours. Et cet espoir, transmis de cœur en cœur,
éclairerait à son tour la route d'innombrables enfants qui, quelque part, levaient les yeux vers l'horizon en quête d'un futur possible. Le soleil déclinait sur Paris, baignant les façades de pierre d'une lueur dorée lorsque Théo poussa la porte vitrée de l'hôpital. Autrefois, cet enfant des rues connaissait chaque recoin de la capitale, les stations de métro où l'on dort sans être chassé, les cantines populaires où l'on sert, certes, une soupe claire, mais aussi un sourire. Aujourd'hui, il en arpentait les couloirs aseptisés comme un médecin respecté, une blouse impeccablement blanche flottant derrière lui, arborant le badge de « chef de service des urgences ». Pourtant, rien ni les félicitations de ses pairs, ni les invitations à des plateaux télé n'avaient effacé la mémoire vive de sa jeunesse cabossée. Chaque patient croisé lui rappelait qu'une simple main tendue peut changer un destin. Quelques semaines plus tôt, une jeune femme nommée Marie avait franchi les portes de l'hôpital, hagarde, le regard brouillé par la faim et la peur. Théo l'avait reconnue immédiatement, autre vagabonde des trottoirs, une âme qu'il croisait souvent, quelques années auparavant, penchée sur les poubelles en quête de restes. Ce jour-là, il l'avait guidée vers un lit propre, un repas chaud, et surtout, il lui avait offert des mots qui pansent les blessures invisibles, « Tu vaux plus que ta douleur, tu mérites une seconde chance ». Ces phrases, simples en apparence, avaient planté une graine d'espérance. Après une intervention chirurgicale bénigne mais urgente et quelques semaines de convalescence, Marie s'était relevée, plus droite, la colonne dopée par une résolution nouvelle, consacrer sa vie à ceux qui, comme elle, erraient sans voix ni toit. Le soir de sa sortie, elle s'était faufilée dans le bureau de Théo, la gorge serrée d'émotion. Elle avait pris ses mains comme on agrippe une bouée, « Théo, je dois te remercier. Sans toi, je serais peut-être encore perdu dans l'ombre des boulevards. » Mais lui, d'un sourire doux, avait secoué la tête, « Garde ta gratitude pour toi, Marie. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ton courage. Moi, je n'ai fait qu'allumer une lanterne. » Des larmes chaudes avaient roulé sur les joues de la jeune femme. « Alors je veux être, à mon tour, la lanterne de quelqu'un. » Et elle était partie, la tête haute, pour s'inscrire dans une association humanitaire. L'histoire fit rapidement le tour des réseaux sociaux, un médecin au passé hors norme, rescapé des trottoirs, devenu ange gardien des exclus, et la métamorphose d'une sans-abri en bénévole infatigable. Les chaînes d'infos appelèrent, les magazines dédièrent des dossiers à ce « phénix des pavés ». Théo répondit aux sollicitations sans se dérober, mais toujours avec une humilité désarmante. Sur les plateaux, il détournait systématiquement la lumière vers ses patients, ses collègues, ou ses anonymes qui, chaque nuit, sillonnent les gares pour distribuer des couvertures. « Je ne suis qu'un maillon dans une chaîne de bonté », répétait-il. Et chaque fois qu'il prononçait ces mots, il songeait à deux visages, celui du docteur Maxime le chirurgien qui, un soir d'orage, l'avait ramassé après un choc avec une voiture et l'avait soigné sans exiger la moindre pièce d'identité, et celui de Léo, le vieil ami de galère qui lui avait enseigné la survie avec un sourire édenté et des éclats de sagesse. Un dimanche frais de printemps, Théo revint dans son ancien quartier pour une distribution de repas. À peine avait-il posé les thermos fumants que son regard accrocha une silhouette familière, voûtée, coiffée d'un bonnet élimé, Léo. Sans réfléchir, il fendit la petite foule, le cœur galopant. « Tonton Léo », lança-t-il, appelant le vieil homme par ce surnom affectueux qu'ils avaient inventé pour masquer la solitude. Léo se retourna, et une brume d'émotion lui embruma les pupilles. Ses mains tremblaient, mais il ouvrit grand ses bras, « Mon garçon. Je croyais que Paris t'avait englouti. » Leur étreinte, simple, fit naître un cercle de silence autour d'eux, soudain, les klaxons, les conversations, les pas pressés semblaient absorbés par les battements de deux cœurs qui se retrouvent. Assis sur un banc, un gobelet de soupe fumante entre les doigts, Léo écouta Théo raconter son ascension improbable, l'accident, la rencontre avec Maxime, les études longues comme une nuit d'hiver, les gardes à répétition, la peur de ne pas être à la hauteur. Le vieillard versa des larmes qui traçaient des sillons entre les rides. « J'ai toujours su que tu sortirais de la boue, » murmura-t-il. « Tu as toujours porté la lumière en toi. » Théo, bouleversé, pressa les mains glacées de son mentor d'autrefois. « Viens vivre avec moi. J'ai de la place, de la chaleur, et je te dois tant. » Léo secoua la tête avec un sourire presque malicieux, « Je suis du bitume, mon petit. Mais si tu veux m'aider, continue d'aimer ceux qui y dorment encore. C'est le plus beau cadeau. » Théo comprit que la dignité de son vieil ami tenait dans cette liberté farouche, choisir sa vie, même rude, plutôt que de se sentir un fardeau. Il promit de repasser chaque semaine, de surveiller sa santé, et glissa discrètement dans sa poche la carte d'un dispensaire gratuit. En quittant la rue grise où il avait engrelotté jadis,
il sentit une marée de gratitude déferler dans sa poitrine, chaque pavé, chaque lampadaire composait la fresque d'un passé douloureux mais fondateur. Sans ces épreuves, il ne serait pas l'homme qu'il était devenu. Les mois passèrent, jalonnés de nuits blanches au chevet des malades, de rires d'enfants adoptés et car oui, Théo, à 30 ans, avait déjà ouvert son foyer à 3 orphelins rencontrés au fil de ses maraudes et de réunions de service où il défendait bec et ongles l'accueil inconditionnel des plus démunis. Il répétait inlassablement à ses internes, ne sous-estimez jamais la puissance d'un geste apparemment minuscule. Un sourire, une main posée sur une épaule, peuvent être les premiers maillons d'une chaîne de miracles. À ces mots, beaucoup levaient les yeux vers lui, éblouis de découvrir qu'un chef de service, réputé pour son exigence médicale, pouvait aussi croire avec ferveur à la douceur comme thérapie. Un soir d'été, alors que Paris scintillait derrière la baie vitrée de son bureau, Théo demeura debout, les yeux noyés dans l'horizon d'or et d'acier. Il pensa à Maxime, désormais retraité, qui lui envoyait des cartes postales de leurs anciens patients guéris. Il pensa à Marie, dont les lettres regorgeaient de récits d'enfants sauvés de l'errance. Il pensa même à Léo, qu'il venait de convaincre enfin d'accepter une petite chambre dans un foyer chaleureux. Chacun de ces visages formait un vitrail vivant où se reflétait la beauté obstinée de la solidarité humaine. Pourtant, malgré ses victoires, l'échec rôdait toujours. Théo se souvenait de patients qu'il n'avait pas pu sauver, de promesses de dons qui s'étaient évaporées, de nuits d'Uring lesquelles la fatigue lui murmurait d'abandonner. Alors, il ouvrait le tiroir de son bureau, en sortait un médaillon cabossé, un fragment de verre dépoli qu'il avait autrefois trouvé sur un trottoir et qu'il conservait comme talisman. Ce morceau de miroir brisé symbolisait l'époque où le monde lui renvoyait une image déchirée, mais aussi la certitude que même les éclats les plus coupants peuvent refléter la lumière si on les tourne vers le soleil. Cette méditation lui inspira une décision, créer, au sein de l'hôpital, un programme baptisé « Réverbère ». Chaque samedi, médecins, infirmiers et bénévoles partiraient en maraude pour offrir soins primaires, couverture vaccinale et écoute psychologique aux sans-abri. Le conseil d'administration, sceptique, lui opposa des chiffres, des contraintes budgétaires, des considérations de sécurité. Théo sourit, leva calmement un dossier rempli de témoignages et conclut, ce programme ne nous coûtera qu'une chose, l'indifférence. Sans lui, la facture morale sera bien plus lourde. La proposition fut adoptée à l'unanimité. Les premières sorties furent un choc pour certains collègues, ils découvrirent la ville sous une lumière crue, ses galeries souterraines peuplées d'ombres dignes, ses ponts abritant des exilés qui chantaient des berceuses dans une langue d'ailleurs. Mais très vite, l'appréhension céda à une chaleur nouvelle. Des infirmières qui, jusque-là, redoutaient la rue, y revinrent le sourire aux lèvres après avoir pansé les pieds d'un vieillard ou sauvé la main d'un guitariste menacé de gangrène. L'effet domino était en marche, des restaurateurs offrirent des repas, un orchestre de quartier vint jouer sous le périphérique, et les médias relayèrent ces veillées d'humanité. Un matin, alors que Théo achevait sa garde, il croisa un groupe d'étudiants en médecine venus pour un stage. L'un d'eux, les traits tirés par les révisions, l'interrogea, « Docteur, comment supporter la souffrance qui semble sans fin ?» Théo prit le temps de répondre, sa voix basse comme une prière, « La douleur n'est pas un puissant fond, elle peut se changer en énergie de transformation. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Tant que vous offrirez un regard sincère, vous créerez des passerelles. Souvenez-vous, la science guérit le corps, mais la compassion guérit l'âme. » Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un amphithéâtre entier. Le crépuscule tomba de nouveau sur la ville lumière. Dans son bureau, Théo ferma son dossier, caressa du regard les photos de ses enfants adoptifs, de Marie rayonnante devant une école qu'elle venait d'ouvrir, de Léo éclatant de rire dans son fauteuil fraîchement offert. Demain, il repartirait au front, arpenterait les couloirs saturés d'urgence, affronterait la bureaucratie, les diagnostics implacables, le deuil parfois. Mais il savait désormais que chaque aurore portait en elle une promesse, celle qu'un simple battement de cœur peut, s'il est offert avec amour, faire vibrer le monde entier. Alors il souffla sur la tasse de thé encore fumante, leva ses yeux vers le ciel nocturne où scintillaient des milliards d'espérances, et murmura, « Tant qu'il restera un souffle de vie, il restera une possibilité de bonté. » Et, dans le silence bienveillant de l'hôpital assoupi, il sentit battre, à l'unisson, le pouls fragile et magnifique de l'humanité.